Rebonjour, chers collègues. Notre commission poursuit son examen pour avis du projet de loi de finances pour 2024. Nous achevons cet après-midi la présentation des 5 avis relatifs à la mission économie. En tout cas, on va essayer. Après avoir consacré notre réunion d'hier aux avis sur le tourisme et sur l'économie sociale et solidaire, il nous reste à étudier les avis entreprises, communication électronique et économie numérique et commerce extérieur. Les amendements se rattachant à ces trois thématiques seront présentés et soumis au vote à l'issue de chaque discussion générale les concernant. En revanche, les crédits économie ne pourront être votés qu'après l'avis sur le commerce extérieur. En outre, la discussion des amendements se rattachant à la mission agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales n'ayant pu être achevée ce matin, elle se poursuivra après le vote de la mission économie ou en intercalant quand on le peut. Et si nécessaire, nous pourrions être conduits à nous réunir à 21h30 jusqu'à la fin de nos examens d'amendements. Nous débutons donc par l'avis budgétaire sur les entreprises présenté par Philippe Bolo. C'est à vous, monsieur le Quel est le rapporteur. crédit temps que vous m'accordez, Monsieur le Président? Ah, mais vous êtes libre. Bon, ok. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, il me revient à la charge de vous présenter le rapport pour avis du programme 134, vous dire, pour débuter, à quoi correspond ce programme 134. C'est le développement des entreprises et les régulations, avec deux grandes dimensions. La première, le développement de la compétitivité des entreprises et favoriser un environnement économique propice à la croissance et à l'emploi. Et le deuxième grand pilier de ce programme 134, c'est la régulation et la sécurisation des marchés économiques et la protection des consommateurs. Ma présentation sera organisée en deux temps. La première partie sur le rapport budgétaire. Et alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, on pourrait y passer beaucoup de temps, mais on a compris qu'on avait un emploi du temps très chargé. Donc je me contenterai de vous présenter les grandes lignes de l'analyse du programme 134 et de ses principales évolutions. Ensuite, dans un deuxième temps, sur la partie thématique, je ferai un focus sur l'aspect régulation du programme 134 et la régulation et protection des consommateurs, en vous donnant les grands enseignements du travail qui a consisté à regarder quels étaient les moyens et les actions de la DGCCRF pour lutter contre la fraude dans le champ du commerce électronique. S'agissant donc de cette première partie sur les grandes lignes de la programmation 2024 du programme 134 et de ses principales évolutions, j'ai retenu 7 points clés que je vais vous énumérer les uns à la suite des autres. Le premier point important à mes yeux est celui l'attention qui est accordée aux chiffres associés au programme 134 et de ne pas se fier aux apparences. Et il y a effectivement un effet d'optique qui laisserait croire qu'on est face à une contraction budgétaire de ce programme, mais ce n'est qu'une apparente contraction qui s'explique en particulier par la diminution des crédits de l'action 23. En effet, le programme 134, dans la loi de finances initiale de 2023, se chiffrait à 6,3 milliards d'euros en autorisation d'engagement et crédit de paiement, alors que ces mêmes montants sont de 2,9 milliards d'euros et 2,6 milliards d'euros pour la programmation 2024, soit des baisses de 53 et 58%. Donc cette contraction, elle est évidente de manière faciale lorsqu'on regarde les chiffres. En y regardant de plus près, je vous l'ai dit, c'est l'action 23 qui explique un certain nombre de choses. Et cette action 23, pourquoi elle explique des variations importantes? Parce que c'est elle qui vient héberger un certain nombre d'actions contextuelles, je vais pouvoir les appeler comme ça, associées au programme 134, et en particulier sur l'année 2023, elle avait hérité des aides aux entreprises énergo-intensives en réponse à la crise ukrainienne à hauteur de 4 milliards d'euros, dispositif qui disparaît aujourd'hui, donc qui explique cette diminution. Alors pour autant, on pourrait se dire, vous pourriez me dire, est-ce que cette action 23 est sacrifiée? Eh bien, la réponse est évidemment non, parce que, abstraction faite des aides de conjoncture 2023 que je viens de vous décrire, l'action 23 augmente par ailleurs. 36% en AE et 33% en CP. Pourquoi? Grâce à une dynamique de renforcement des crédits d'intervention destinés à la compensation carbone, et ce pour deux principales raisons. La première, c'est la hausse des prix du quota carbone qui a augmenté de 55% entre 2022 et 2023. Et la deuxième chose, c'est l'évolution du mode de calcul en vigueur. Troisième point que je voulais vous signaler, c'est, vous l'avez compris, ce programme 134, il répond à un certain nombre de logiques conjoncturelles et liées à l'environnement économique de la France. Eh bien, il y a deux mesures sectorielles qui méritent d'être signalées, car elles répondent à un certain nombre d'évolutions et sont nouvelles. La première, c'est le développement de l'accessibilité des établissements recevant du public, pour notamment l'accompagnement des petits commerces et des établissements du quotidien, qui sont les bars, cafés, restaurants.
avec 50 millions d'euros en AE qui sont programmés, et tout simplement pour faciliter et accroître le développement de cette mise en conformité des ERP dans la perspective des JO 2024. Donc vous voyez bien, on a quelque chose là aussi de conjoncturel. Et puis, conjoncturel, mais qui pourrait quand même l'être un peu moins de par la nature des activités, le programme 134 va aussi prévoir aux alentours de 2 millions d'euros de soutien aux métiers d'art par le développement des PME. Le quatrième point que je voulais vous signaler, c'est quelques précisions sur l'analyse des dépenses en personnel. Parce que là, pour l'instant, vous voyez que je ne vous en ai très peu parlé. Eh bien, les dépenses en personnel augmentent de 3,97% de progression de crédit pour l'année 2024 en comparatif à la loi de finances initiale de 2023, ce qui correspond à 119,32 millions d'euros en AE et CP. Les plafonds d'emploi étant portés à 1229 équivalents temps plein travaillés. Le cinquième point qu'il me semble important de signaler va concerner l'action 04, qui porte sur le développement des postes télécoms et télécommunications et numériques. Alors, les crédits sont en baisse de 0,53% en AE et 0,82% en CP. Faut-il en conclure que c'est une sorte de résignation à la trajectoire défavorable du flux de courrier? Non, pas exactement, parce que là aussi, il faut savoir regarder les chiffres, pas dans leur globalité, mais sur leur tendance pluriannuelle. Et c'est ainsi que 2022 et 2023 avaient été marqués par des hausses significatives, et que quand on regarde la période 2022-2024, les hausses significatives plus les deux petites contractions que je viens de vous signaler à 0,53 et 0,82% font que finalement, on est sur une stagnation des moyens. Alors, ce soutien à la Poste, il va prendre trois formes. 500 millions d'euros pour le service postal universel contre 520 millions d'euros dans le cadre de la loi de finances initiale de 2023. Deuxième chose, alors là, vous voyez quelque chose qui va plutôt aller à la diminution, mais deux autres points qui vont au contraire à l'augmentation. La première chose, c'est l'augmentation de la mission de la Poste pour sa fonction d'aménagement du territoire, avec un chiffre de loi de finances initiale 2023 qui était à 74 millions d'euros en AE et qui va passer à 105 millions d'euros, toujours en AE, en 2024. Et puis également l'augmentation des aides au transport de la presse. Donc finalement, la Poste continue à être largement soutenue. Sixième point, la réduction du volume des dépenses fiscales. On en parle peu souvent parce qu'on regarde les dépenses directes, mais on a aussi les dépenses fiscales, vous savez, qui sont ces réductions de recettes et qui méritent d'être signalées en lien avec le programme 134. Ce programme 134, il comprend 71 dépenses fiscales associées pour un montant de 8,1 milliards d'euros en 2023 qui passe à 7,3 milliards d'euros en 2024, soit, donc, vous voyez, une baisse de 10% et finalement donc des recettes supplémentaires pour l'État. Parmi les... Alors là aussi, c'est une affaire de balance entre des plus et des moins. Il y a malgré tout des dépenses fiscales qui sont à la hausse. C'est notamment tous les dispositifs de TVA réduite en soutien au tourisme et à la restauration. Et en revanche, de la même façon, des dépenses qui sont à la baisse, mais qui en masse représentent plus que celles qui sont à la hausse. Il s'agit des tarifs réduits, je vous en ai parlé juste préalablement, des tarifs réduits sur les énergo-intensifs qui viennent à disparaître. Le septième et dernier point qu'il me semblait important de vous signaler, en lien avec le volet budgétaire de ce programme 134, c'est tout ce qui relève des autorités indépendantes, des organismes de régulation, qui sont au nombre de 3, l'ARCEP, l'autorité de la concurrence, et la DGCCRF. Donc vous pourrez vous livrer au comparatif des évolutions de budget en AE et en CP entre la loi de finances initiale 2023 et le PLF 2024, et vous remarquerez que finalement, quels que soient les organismes, les autorités administratives indépendantes, ARCEP, autorité de la concurrence, DGCCRF, les chiffres sont à la hausse dans des proportions variables, et ce qui fait l'objet de quelques commentaires. Je vais uniquement vous parler en AE pour simplifier un peu le paysage des chiffres. Sur l'ARCEP, on est à plus de 2,5%. Sur l'autorité de la concurrence, plus 80%. Et sur la DGCCRF, plus 4,5%. Vous voyez qu'il y a parfois des chiffres qui amènent des commentaires pertinents et utiles. Donc s'agissant de l'ARCEP, finalement, la hausse est une hausse tendancielle liée à l'augmentation des dépenses de personnel et des dépenses de fonctionnement. Un point particulier est à signaler sur l'autorité de la concurrence, que 80%, on peut se demander à quoi ça correspond. Eh bien, c'est un effet important du renouvellement des baux des bâtiments occupés par l'autorité. Et s'agissant de la DGCCRF, ce qui est important à signaler,
c'est l'effet prédominant de l'augmentation des dépenses de personnel de plus 4,65% en autorisations d'engagement, le plafond d'emploi étant relevé à 58 équivalents temps plein travaillé. Alors, mes observations sur le sujet, autant de l'ARCEP que de l'autorité de la concurrence et de la DGCCRF, c'est la vigilance qui doit être la nôtre sur l'adéquation des ressources humaines et l'accomplissement des missions qui rentrent dans le périmètre de ces différentes autorités administratives, et périmètre qui aurait tendance à avoir une inflation et à s'accroître au fur et à mesure des années, pour des raisons contextuelles, pour des raisons législatives et réglementaires. Et par exemple, même si ça ne concerne pas directement la DGCCRF, prenons l'exemple de ce que nous avons voté hier dans le cadre de la loi SREN, avec la mise en place du filtre anti-arnaque, qui vient, vous voyez, augmenter à chaque fois un certain nombre de travaux. Et ça mérite vraiment d'être regardé avec attention. Donc pour toutes ces raisons-là, sur la partie budgétaire, donc je donnerai un avis favorable sur les crédits du PLF 2024 en faveur du programme 134. Je vais en venir maintenant, pour les quelques minutes qui me restent, sur le rapport thématique. Donc, je vous le rappelle, qui concerne les moyens et actions de la DGCCRF pour lutter contre les fraudes dans le champ du commerce électronique. Alors, le développement du commerce électronique, vous pouvez tous en mesurer le périmètre qui augmente. Pourquoi ? Pour des raisons déjà de population, avec un nombre de personnes connectées toujours plus important, et pour des raisons d'amélioration technologique, avec des débits qui sont aussi meilleurs et plus forts. Et puis, il y a aussi une autre dimension qui vient conforter ce commerce électronique, c'est les nouveaux usages de consommation. Alors, ce développement, s'il est une bonne chose du point de vue de l'économie, il s'accompagne de pratiques délictueuses et frauduleuses. Et pour vous en donner la mesure, je vais vous reprendre l'exemple de ce qui s'est passé avec la mise en place de la plateforme Thésée, qui est la plateforme de signalement des arnaques sur Internet. Elle a été lancée en mars 2022 et à mi-octobre 2022, c'est-à-dire à peine un peu plus de 6 mois plus tard, il y avait déjà 60 000 déclarations qui avaient été déposées, vous montrant l'importance du phénomène et, si rien n'est fait, le risque de délitement de la confiance dans l'économie numérique. Nous avons réalisé un certain nombre d'auditions pour effectuer ce rapport thématique, et je voudrais revenir sur un certain nombre de constats qui me semblent importants, et j'en ai dénombré 3. Le premier constat, c'est celui d'un cadre juridique existant qui est là, qu'on a le mérite d'avoir entre les mains, et notamment sur lequel peut s'appuyer la DGCCRF, un cadre donc existant, mais qui présente des limites face aux agissements et aux cibles, aux agissements, les cibles et les modalités qui sont très évolutives de ces pratiques frauduleuses. Alors, ce cadre juridique sur lequel la DGCCRF peut s'appuyer, c'est premièrement au niveau national la loi de confiance dans l'économie numérique de 2004, et puis au niveau européen, c'est l'assujettissement d'un certain nombre de règles et de fonctionnement de la DGCCRF aux règles de 2 directives introduites par 2 directives européennes, qui sont celles de 2005 sur les pratiques commerciales déloyales, et puis celle de 2011 sur le droit des consommateurs, sans oublier que l'application du règlement DSA d'octobre 2022 viendra lui aussi réguler un certain nombre et modifier un certain nombre de choses dans ce paysage. Le deuxième constat, c'est celui de constater les pouvoirs d'action qui sont pertinents, qui ont été confiés à la DGCCRF pour l'exercice de ses compétences. Alors que sont ces pouvoirs ? Le premier, c'est le pouvoir d'enquête et d'inspection, qui consiste à rechercher les infractions et les manquements. Le deuxième pouvoir, c'est celui des procédures d'injonction, qui vise à ordonner aux opérateurs de cesser les pratiques illicites dans un délai fixé par l'autorité qu'est la DGCCRF, avec en plus la possibilité d'associer ces injonctions d'astreintes journalières, de mesures de publicité, et enfin la possibilité de déférencement et de blocage des noms de domaine pour ceux qui ne suivraient pas les injonctions qui leur seraient adressées. Et le troisième pouvoir, c'est celui d'infliger des amendes administratives. Le troisième constat qu'il me semble important de porter à votre connaissance dans le temps imparti, parce que vraiment on pourrait y passer beaucoup plus de temps, c'est celui d'accroître la portée des instruments à la disposition de la DGCCRF pour ses moyens et ses actions. Alors l'arsenal existant, vous l'avez vu, est là. Il est saisi régulièrement par la DGCCRF, mais il se confronte à la multiplicité des pratiques et à leurs évolutions. Alors cette grande diversité, vous la connaissez, vous en avez entendu parler. Ce sont les infractions en matière d'information précontractuelle qui sont insuffisamment portées à la connaissance des clients en ligne. Ce sont l'absence parfois de loyauté des prix. Et puis c'est aussi parfois la conformité, la sécurité des produits qui vient à manquer. Enfin,
il me semble important de vous signaler également que ces pratiques sont de plus en plus sophistiquées, mais ça, je pense que comme moi, vous l'avez testé. Ce sont parfois par différents moyens des personnes qui viennent à vous via l'outil numérique sous de fausses identités. C'est par exemple les mails d'hameçonnage, c'est aussi de faux sites internet, avec l'objectif derrière de détourner vos données personnelles, notamment bancaires, qui peuvent après venir alimenter des bases de données sur le dark web achetées par d'autres pirates qui viennent à faire des achats pour vous. Ce sont malheureusement des pratiques assez générales. Il y a aussi d'autres pratiques qui viennent à influencer les consommateurs lorsqu'ils sont sur les sites marchands, en leur disant qu'il ne leur reste plus que quelques articles à acheter, en leur disant qu'il ne reste plus que quelques minutes, que la promotion va se terminer. Alors, je ne vais pas vous donner les termes anglo-saxons pour la simple et bonne raison que lors des auditions, il nous a été signalé que justement la difficulté qu'il pouvait y avoir à comprendre les phénomènes en question venait parfois qu'on utilisait des anglicismes qui n'étaient pas connus. Donc ces pratiques existent, et puis c'est aussi les rançongiciels dont vous avez également entendu parler. Donc pour répondre à cette équation d'un arsenal réglementaire existant et dont la DGCCRF s'empare, des pouvoirs qui lui sont conférés, mais une DGCCRF qui doit faire face à un certain nombre de pratiques qui évoluent très rapidement, et sans vous avoir parlé, parce que je manque de temps, de l'implantation et de l'origine géographique des actes en question, qui modifient sensiblement la capacité qu'on a à réagir. Il y a 6 recommandations qui sont formulées, et j'en terminerai par là dans le document. Je vais vous les énumérer. La première, c'est renforcer les moyens humains du centre de surveillance du commerce électronique. La deuxième recommandation vise à renforcer la capacité de traitement des déclarations remontées par signal conso et réponse conso. C'est renforcer les actions de communication pour la troisième préconisation, renforcer les actions de communication et de sensibilisation en les adaptant à tous les publics, parce que ça, il y a véritablement quelque chose d'important en la matière, c'est-à-dire que vous avez des jeunes publics, la génération Z, très habituée aux pratiques d'achat en ligne, qui va avoir besoin de communication et de sensibilisation très différentes d'un public qui va venir plus occasionnellement sur le net pour faire des achats et qui pourrait être confronté à ces pratiques. Donc vraiment adapter la communication, et comme je vous l'ai dit, l'adapter aussi par rapport aux mots utilisés, éviter les anglicismes en la matière. Ensuite, quatrième recommandation, conforter le rôle de la Task Force nationale de lutte contre les fraudes et les arnaques. La cinquième recommandation, envisager un point d'accès unique à TASE, Perceval, cybermalveillance, signal conso. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui existent, qui sont liées parfois à des déclarations lorsque vous avez un problème avec vos coordonnées, vos données bancaires, parfois lorsque c'est une réclamation par rapport aux produits. Dans d'autres cas, c'est des arnaques d'autres natures. Donc il y a une multiplicité de points d'entrée pour signaler les malveillances auxquelles les consommateurs sont victimes. Il serait utile de regrouper tout ça dans un point d'accès unique. Le consommateur s'y rend et en fonction de 2-3 questions qui lui sont posées, on lui adresse le bon portail. Et enfin, dernière préconisation, l'interfaçage de la DGCCRF et des associations de consommateurs dans le cadre du Conseil national de la consommation semble une bonne chose, permettant de faire remonter à la DGCCRF un ensemble d'informations détenues par les associations qui représentent les consommateurs. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Je vous propose de passer aux orateurs de groupe. Nous allons commencer avec le groupe Renaissance, et c'est Alexis Isard qui porte la parole du groupe. C'est à vous. Merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Les crédits de la mission économie reflètent une fois de plus le caractère essentiel accordé par le gouvernement et notre majorité au développement de nos entreprises, aux opportunités d'emploi qui en découlent et à la croissance de notre pays. Par ailleurs, le rapporteur l'a rappelé, ce programme vise également la régulation et la sécurisation des marchés économiques, ainsi que la protection des consommateurs. Ce dernier point est particulièrement essentiel dans le contexte que nous connaissons de multiplication des sites de e-commerce, et il résonne avec les débats que notre Assemblée a pu avoir lors des récents travaux sur le projet de loi ASREN, visant à protéger nos concitoyens des pratiques frauduleuses en ligne. C'est d'ailleurs le point sur lequel le rapporteur a choisi d'axer son travail, et je ne peux que partager ses conclusions visant à accroître nos moyens de lutte contre des fraudes en ligne qui ne cessent de se multiplier, d'évoluer, de se réinventer. Pour ma part, j'aimerais saluer l'effort conséquent qui a été une nouvelle fois consenti afin de permettre à nos entreprises de développer leur compétitivité. Aussi, l'action 23, Industrie et Services, connaît des montants en hausse avec 35% supplémentaires en autorisation d'engagement et 32% supplémentaires en crédit de paiement par rapport à l'an passé. Aussi, dans un contexte où nous tâchons de soutenir activement notre réindustrialisation et notre souveraineté industrielle, je pense bien sûr ici au texte Industrie verte,
On note une croissance soutenue des crédits d'intervention visant à accompagner nos sites électro-intensifs dans leur développement et leur activité, tout en s'adaptant aux exigences du marché carbone européen. De même, les crédits alloués au développement des jeunes entreprises démontrent, s'il le fallait, la volonté renouvelée du gouvernement de parier sur les entreprises innovantes de demain et d'encourager leur développement. Je terminerai simplement mon propos par une petite alerte. Nous constatons une baisse des crédits alloués à la transmission de nos entreprises. Monsieur le rapporteur a parfaitement expliqué le caractère optique de certaines baisses, mais je souhaitais souligner qu'à l'heure où 25% de nos chefs d'entreprise ont plus de 60 ans, où près de 700 000 entreprises seront accédées dans les 10 prochaines années, nous allons devoir absolument allouer les moyens nécessaires à ce sujet crucial. Il en va de notre souveraineté, de la préservation de nos compétences et du maintien de l'emploi sur nos territoires. Malgré cette alerte, dans un contexte où nous devons continuer à soutenir nos entreprises, le gouvernement prend pleinement ses responsabilités et le groupe Renaissance soutiendra bien entendu les crédits de cette mission. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur, souhaitez-vous ou pas répondre? En 30 secondes. Le programme 134, vous avez vu, il a un périmètre très particulier. Comme vous, j'avais remarqué cette baisse des crédits pour la transmission des entreprises. Il faut voir qu'il y a d'autres programmes qui contribuent également au soutien des entreprises et parfois d'un certain nombre de choses qui passent en mesure fiscale. Donc voilà les raisons aussi qui expliquent cette baisse. Merci beaucoup. Je vous propose de passer au groupe Rassemblement National et c'est Madame Christine Engrand qui porte la parole du groupe. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Monsieur le rapporteur, à la lecture de ce rapport, il n'a pu m'échapper une certaine dichotomie entre l'avis favorable à la programmation budgétaire que vous exprimez en première partie et les recommandations que vous proposez ensuite. Les cas de l'ARCEP et de la DGCCRF sont édifiants puisque vous commencez par décrire, je cite, « un renforcement substantiel des ressources » de ces deux entités, avant de rappeler qu'en dépit de la programmation budgétaire, chacune d'entre elles est sur la corde raide, tant au niveau de ses effectifs que de ses moyens, ce qui pourrait nuire bien sûr à l'exercice de leur mission, dont le périmètre a d'ailleurs été sensiblement étendu ces derniers mois. Il n'y a rien à cela de surprenant. Et dans le cas de la loi DGCCRF, les faits sont d'ailleurs documentés par un rapport sénatorial de 2022 qui relève une diminution de 24,5% des effectifs entre 2007 et 2022. Or, la réduction des effectifs combinée à l'extension des compétences de leur administration contraint les agents à exercer des tâches multiples, au détriment de leur qualité d'exécution et donc au détriment des Français. Je m'interroge donc sur votre réserve à pointer du doigt, de façon plus démonstrative, cette lacune flagrante que la présente programmation ne vient pas compenser, puisque vous l'indiquez d'ailleurs. Rien n'indique que la hausse des effectifs proposés puisse permettre de lutter efficacement contre les fraudes dans le commerce électronique. Une seconde faiblesse de la présente programmation qu'occulte votre rapport concerne l'augmentation du budget de l'action 23, Industrie et services. Vous saluez de la part du gouvernement une augmentation significative du budget. Pourtant, sur les un peu plus de 300 millions d'euros d'augmentation du budget pour l'action Industrie et services, ce sont en fait 210 millions qui sont engloutis dans la compensation du coût du SEC. Comment se réjouir sérieusement d'une augmentation du budget en faveur des industries quand 86% des ressources affectées à l'action, soit 1 milliard d'euros, visent en fait à compenser un marché financier monté de toutes pièces et qu'on sait dysfonctionnel? À la marge, le gouvernement propose également d'investir en faveur de l'accessibilité dans les établissements recevant du public à hauteur de 20 millions d'euros en crédit de paiement, ce que nous percevons d'un bon œil, bien que l'on puisse regretter l'absence de garantie concernant l'attribution de ces ressources aux petits commerces, aux restaurants et aux cafés. En revanche, nous souhaiterions rappeler que la SAP des chambres de commerce et d'industrie doit cesser au plus vite. Vous soulignez très justement l'hypocrisie ambiante lorsque vous montrez dans ce rapport que l'économie prétextée sur le budget des CCI sert en fait à alimenter des missions de tout ordre, c'est-à-dire les missions de la BPI France. Pour conclure donc, ma question sera la suivante. Que reste-t-il à l'issue de l'examen de cette programmation en trompe-l'œil, dont le budget n'augmente substantiellement qu'en raison d'une compensation des coûts du SEC pour les industries, qui s'acharnent à miner les chambres consulaires et qui ne garantit nulle part une exécution pérenne de leur mission par les différentes administrations, en raison d'un manque chronique d'effectifs et de moyens, mis à part peut-être un soutien trop longtemps attendu à l'accessibilité des commerces, mais sans que la nature des bénéficiaires ne soit pour autant garantie. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur, souhaitez-vous répondre en 1 minute?
Je veux bien, Monsieur le Président. Alors déjà, sur les moyens humains, c'est une question de périmètre aussi, parce que vous avez vu que dans le rapport, la partie budgétaire, on dit qu'il y a une augmentation globale pour l'ensemble, effectivement, des entités logées sous le programme 134. Après, effectivement, en regardant les périmètres, on peut toujours trouver le périmètre qui fait qu'il en manque sur une action très particulière. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, ce que vous venez de dire là correspond à une série d'amendements qui seront examinés tout à l'heure sur un budget qui finalement ne serait piloté que par les compensations carbone. Non, je pense que vous avez mal entendu ce que j'ai dit, parce que finalement, il y a un certain nombre de choses qui bougent quand même à la hausse. On a parlé de la Poste, on a parlé des ETP au total. J'ai parlé également des mesures fiscales, il ne faut pas les oublier, même si elles sont en moins, après, à un moment donné, ça devient des plus. Et puis, voilà, il y a la DGCCRF, l'autorité de la concurrence, l'ARCEP, tout ça augmente pour uniquement la partie des crédits, des 7 points que j'ai voulu mettre en évidence. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Nous passons à présent au groupe La France Insoumise. C'est madame Sophia Chikirou qui porte la parole du groupe. C'est à vous. Merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur, collègues. C'est un rapport sur le programme 134 qui est consacré au développement des entreprises et à la régulation que vous nous présentez. Nous vous en remercions. Plus précisément, vous évoquez les moyens qui sont mis sur la table pour permettre à des agences et opérateurs publics de poursuivre 2 buts principaux qui sont la croissance et la compétitivité des entreprises ainsi que la protection des consommateurs. Bon, la réalité, c'est qu'on est là dans une conjoncture économique qui n'est pas bonne. Beaucoup de nos entreprises sont en grande difficulté et ce sont notamment 45 000 à 55 000 PME qui risquent de mettre la clé sous la porte d'ici la fin de l'année. Et ce matin, il y avait un chiffre d'ailleurs qui est assez éloquent, plus de 22% de défaillance d'entreprises par rapport au 3e trimestre 2022, donc en un an. Vous savez comme moi que l'inflation et la hausse des prix de l'énergie mettent aujourd'hui directement grand nombre de nos TPE. Vous avez entendu parler des suicides de boulangers, de gens qui sont pris à la gorge et de PME. Et c'est donc tout notre tissu économique qui en fait est fragilisé. Nous avons, avec d'autres, proposé de nombreuses mesures, notamment pour soulager les Français, avec la hausse du SMIC et le blocage des prix. Malheureusement, ce qu'on voit dans ce budget, c'est une obstination dogmatique. Je vais prendre un exemple, celui vous revenez longuement en fait sur la DGCCRF, en axant votre deuxième partie sur la lutte contre la fraude au commerce électronique. Vous expliquez que toutes les missions de la DGCCRF, ainsi que la multiplication des formes de fraude, rendent difficile son action, et vous prônez vous-même une hausse des effectifs pour y faire face. Pourtant, la réalité, c'est que cette autorité, cette administration a perdu 900 ETP, 900 postes ETP depuis 2007. Et déjà l'an dernier, nous vous alertions sur son rôle prépondérant dans la protection des citoyens, notamment en période d'inflation. Nous proposons, nous, une augmentation substantielle de ces crédits, ce sera l'objet d'un amendement de 20 millions d'euros, pour permettre davantage de recrutement, afin de lui permettre d'assumer ses missions dans de meilleures conditions. Est-ce que vous allez saisir cette proposition? Est-ce que vous allez nous rejoindre dans la défense de cet amendement? Le second point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est l'insuffisant soutien qui est proposé pour la Poste. Alors, vous faites à la fois état d'une baisse des crédits pour le service postal universel, et puis vous nous avez dit, c'est pas tout à fait juste. Toutefois, ce qu'on constate, c'est que dans les zones rurales notamment, et mon collègue Laurent Alexandre aurait voulu vous le dire en face, il m'a parlé par exemple de la situation dans sa circonscription, de nombreux postiers de l'Ouest Aveyron sont complètement désarmés parce qu'ils ne peuvent pas aller au bout même de leur propre tournée compte tenu de la charge de travail. Beaucoup de facteurs sont en souffrance, et ce service public, qui est pourtant essentiel pour les bourgs et les villages, devrait être maintenu. Aussi, la question est de savoir, est-ce que cette problématique, ce problème, sera pris en compte enfin pour le budget 2024 ? Merci beaucoup, madame Chikirou. Monsieur le rapporteur, souhaitez-vous répondre en 1 minute ? Oui, monsieur le président. Alors, s'agissant de votre remarque sur deux avis différents, divergents entre la partie thématique et la partie budgétaire sur les ressources humaines, là aussi, c'est vraiment une question de périmètre. C'est-à-dire que quand on regarde en globalité sur l'ensemble du périmètre du programme 134,
il y a une augmentation. Alors après, effectivement, si on vient zoomer, regarder après sur une des autorités, qui est la DGCCRF, puis après peut-être sur une de ses actions, là, on peut regarder des choses qui sont très différentes et avec des constats qui pourraient être amenés à varier et être peut-être à l'opposé. Je crois qu'il faut aussi faire confiance aux travaux qui sont menés par les autorités en question, et notamment la DGCCRF qui évalue actuellement et programme son plan d'action pour les années à venir. Et donc c'est aussi cela, par ce dialogue-là, qu'on arrive à affiner les choses et justement mieux visualiser les périmètres. Et s'agissant des aides énergie, encore une fois, je le redis ici, et vraiment, à chaque fois c'est un problème de périmètre. Là, on est sur le programme 134, avec ce qu'il fait et évidemment ce qu'il ne fait pas. Mais il existe d'autres programmes par ailleurs, notamment un programme économie et énergie, qui était le programme 174 que j'avais rapporté l'année dernière, qui lui était justement dédié aux aides, par exemple aux boulangers, pour faire face à l'augmentation des énergies. Donc en fait, il faut aussi regarder la globalité des programmes et des politiques pour tirer des conclusions. Merci beaucoup. Je vous propose de passer au groupe Horizon, et c'est Xavier Albertini qui porte la parole du groupe. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, il y a un an, à la même période, alors que débutaient les discussions pour le projet de loi de finances pour 2023, nous établions sur un budget de programme 134, développement des entreprises et régulation, d'à peu près ou d'un peu plus de 2 milliards d'euros. Finalement, la loi de finances 2023 a vu cette enveloppe bondir à 6,3 milliards d'euros, compte tenu du nécessaire soutien apporté au tissu économique dans le contexte de la crise énergétique. Pour 2024, les autorisations d'engagement et crédits de paiement reviendront à un niveau légèrement inférieur à 3 milliards. L'évolution du volume de crédit de la mission entre 2023 et 2024, moins 3,7 milliards d'euros, traduit la sortie progressive des dispositifs de crise exceptionnelle, en particulier la réduction des aides aux entreprises pour payer leurs factures d'électricité et de gaz. Notre action vise d'une part à renforcer l'ordre public économique et la protection des consommateurs et d'autre part de soutenir la compétitivité et l'innovation des entreprises ainsi que leur croissance à l'échelle internationale. Pour 2024, la conjoncture reste certes incertaine, marquée par la persistance de l'inflation. Le budget prévoit donc dans ce contexte de renforcer de manière très substantielle le financement de la compensation carbone dont bénéficient en particulier les industries électro-intensives. Le programme 134 n'est toutefois pas le seul déterminant pour son soutien aux entreprises françaises. Les dispositifs et les mesures participant à cet objectif se répartissent entre de nombreuses missions et de nombreux programmes de la seconde partie du projet de loi de finances initiale pour 2024, ainsi que dans sa première partie consacrée aux recettes et aux mesures fiscales. On peut d'ailleurs citer à cet effet la mission Investir pour la France de 2030, qui prévoit des investissements stratégiques. Notre majorité poursuit donc son engagement aux côtés des entreprises françaises et c'est dans ce sens que le groupe Horizon et Apparentés soutiendra bien évidemment les crédits inscrits sur cette mission. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues, de signaler effectivement ce que j'ai déjà dit, c'est que le programme 134 n'est pas le seul déterminant des aides aux entreprises. Bien, je vous propose de passer à présent au groupe démocrate. C'est monsieur Daubier qui porte la parole du groupe, c'est à vous. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, je vous remercie de me donner la parole dans le cadre de ce programme 134 lié aux entreprises. Alors, j'ai fait un premier travail de retraitement qui donnait l'impression que les crédits étaient en baisse, ce qui me chagrinait. Et après un certain travail de retraitement, notamment par rapport aux aides énergie qu'il y a pu avoir, j'ai pu quand même voir avec satisfaction que le budget, on va dire, réel et concret était en hausse, ce qui est une bonne chose, d'autant plus que nos entreprises ont besoin de stabilité et je ne reviendrai pas notamment ici sur les tentatives de revenir sur les avantages du pacte Dutreil qui a pu avoir dans une autre commission, à savoir la commission financière. Donc le groupe démocrate soutiendra effectivement et vous donnera un avis rapportable là-dessus. J'aimerais simplement vous poser une question et j'espère qu'elle vous ne surprendra pas trop, monsieur le rapporteur, liée au problème aux entreprises et de cybermalveillance et de voir ce qui pourrait être fait, soit en termes de guichet unique ou autre, pour limiter les fraudes ou tout le moins aider les victimes entreprises de ces fraudes. Merci. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, oui, alors la baisse, vous l'avez bien compris, elle est apparente. Et vraiment, ça, c'est une des conclusions essentielles de ce rapport, c'est qu'il ne faut pas se contenter de regarder juste la valeur faciale des montants du budget et de le comparer à l'année dernière. Il faut vraiment fouiller les chiffres. Sur votre question, en fait, ça fait l'objet de la recommandation numéro 5
C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, je peux vous le redire, c'est qu'il y a un foisonnement, ça reste quand même un nombre de dispositifs limité, mais ils sont assez nombreux pour que le consommateur s'y perde. Et qu'en définitive, lui ne fasse pas le tri de la segmentation qui est issue de responsabilités de périmètres qui sont différents, qui peuvent être bancaires, qui peuvent être commerciaux, qui peuvent être numériques. Et donc le consommateur ayant du mal peut aller sur le mauvais portail, se lasser et finalement ne pas faire remonter les fraudes, alors qu'on a besoin de les connaître, notamment pour connaître les volumes et les enjeux économiques associés. Donc pour toutes ces raisons-là, il serait opportun d'avoir un point d'entrée unique où le consommateur se rend, et là, au travers de quelques questions qui lui sont posées par l'outil informatique, il le dirige vers la bonne entrée, qui peut être soit l'arnaque commerciale en tant que tel, le produit qui n'est pas le bon, soit la perte de données bancaires parce que je me suis fait arnaquer en ligne, soit d'autres sujets, taisés, vous connaissez ces plateformes, donc les orienter vers les bonnes plateformes. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. On termine les orateurs de groupe avec le groupe Lyot, et c'est Max Mathiezin qui porte la parole du groupe. Bonsoir mes chers collègues. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. L'explosion des coûts de l'énergie a fait vaciller un grand nombre de nos entreprises au cours des 2 dernières années. Aujourd'hui, les coûts du gaz et de l'électricité reviennent à des prix plus équilibrés, sans que les acteurs économiques ne soient définitivement préservés. Les prix de l'énergie sont 3 fois plus élevés qu'avant la guerre en Ukraine, et les entreprises qui ont signé le renouvellement de leur contrat au plus fort de la crise restent soumises à d'importantes factures énergétiques. Dans ce contexte, nous estimons qu'il est nécessaire de poursuivre les aides énergétiques pour les entreprises les plus fragiles et les plus exposées, ou à minima, leur laisser la possibilité de réviser les contrats conclus au moment où les prix étaient les plus hauts. Nous restons aussi convaincus de la nécessité de mettre fin au seuil de 36 kV qui empêche certaines PME et TPE de profiter du bouclier énergétique. Les entreprises électro-intensives pourront-elles continuer à profiter du mécanisme de compensation carbone? Cela a été dit, les crédits sont en hausse cette année pour faire face à la hausse de 55% du prix du quota carbone. Il va de soi que nous sommes favorables à cette augmentation qui est nécessaire pour préserver la compétitivité de nos entreprises nationales et limiter les fuites carbone. Concernant la Poste, la loi du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales a conduit à la libération complète du marché depuis le 1er janvier 2011 et a confirmé La Poste dans son rôle de prestataire de services universels postal pour une durée de 15 ans. Aujourd'hui, le groupe reste fragilisé par le déclin de son activité courrier de moins 5% à moins 8% par an, qui pèse sur ses résultats financiers. La tendance de fonds engagés depuis plusieurs années conduit à une forte augmentation du crédit du service universel postal et remet ainsi en cause sa pérennité. Une interrogation, la compensation de 500 millions d'euros permettra-t-elle au groupe de rentrer dans ses frais? Nous finissons avec une alerte sur de la DGCRF dont les missions ne cessent d'être étendues. Rappelons notamment la dernière en date. La direction s'est vue chargée de contrôler les prix de mise en œuvre par la grande distribution dans le cadre du trimestre anti-inflation. À ce titre, il nous semble essentiel de renforcer ses effectifs afin qu'elle soit à même de mener ses tâches de plus en plus nombreuses et de plus en plus complexes. Vous l'aurez compris, nous estimons que l'accompagnement et le contrôle des entreprises dans le cadre de ce projet de loi de finances pourraient encore gagner en efficacité. Merci beaucoup, monsieur Mathiezin. Monsieur le rapporteur. En 1 minute, je vais essayer de répondre à vos questions, chers collègues. Alors déjà, vraiment, il est important de redire que le 134 ne va pas à lui tout seul tout régler sur le sujet et le périmètre des entreprises.
et qu'il existe d'autres programmes, par exemple France 2030, qui vient abonder au 424 pour les investissements dans les entreprises, qui permettent de répondre et d'adresser des réponses au sujet de l'énergie. France 2030 qui toujours apporte des crédits au 423 sur la modernisation des entreprises. Donc vous voyez qu'il existe beaucoup d'autres dispositifs, d'autres programmes qui aident les entreprises. Sur la compensation carbone, vous m'interrogiez sur est-ce que les entreprises françaises vont continuer à en bénéficier. Oui, évidemment, dans la mesure du respect des règles européennes. Je reviendrai aussi tout à l'heure lors des amendements sur les avancées en matière de marché de l'énergie. Et puis sur la Poste, les 500 millions d'euros que vous signalez à la baisse alors qu'ils étaient de 520 l'année précédente, c'est qu'en définitive, le manque à gagner de l'année N-1, l'année 2023, n'était pas à la hauteur de ce qui avait été estimé et que finalement, il s'agit plus d'un ajustement que d'une baisse. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Y a-t-il des interventions individuelles ou est-ce qu'on se lance dans les amendements? On va commencer dans les amendements. Du coup, si vous en êtes d'accord, monsieur le rapporteur, sauf si vous aviez un propos... Non, vous avez répondu à toutes les questions. C'est très bien. Et donc, on commence tout de suite avec l'article 35, état B. Monsieur Sainte-Tuile, monsieur Mathiasin propose le 104. Et les crédits de paiement selon le tableau présenté. Donc, cet amendement a pour objet de renforcer les crédits affectés à la mise en œuvre des missions de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et plus particulièrement donc contribuer au financement de la surcharge d'activité. Donc voilà. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur, qu'en dites-vous? Alors, chers collègues, j'en dis qu'il y a 3 éléments à prendre en compte préalablement au vote. Le premier, c'est que la direction de la DGCCRF, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, Madame Chicurou, j'avais plus les termes exacts. En tout cas, la direction de la DGCCRF dresse actuellement un bilan du plan stratégique pour la période 2020-2025. Donc je trouve qu'elle est le plus à même de voir là où il y a des besoins supplémentaires, et donc laissons faire ce processus. Ensuite, le transfert que vous proposez ne permettrait pas d'alléger la charge de travail du personnel, puisqu'il ne porte pas sur les crédits de personnel. Et enfin, le troisième élément à prendre en compte avant le vote, c'est celui que le prélèvement opéré, et c'est un peu toujours la difficulté qu'on a avec ces amendements dans le cadre qui est le nôtre, c'est que le prélèvement opéré sur l'action 01 du programme 305, à chaque fois qu'on prend, et puis c'est pas des petites sommes, c'est quand même 20 millions d'euros. C'est comme si on considérait que cette action-là, en particulier, donc l'action 1 du programme 305, elle ne servait à rien. Alors qu'en définitive, elle est quand même là pour financer les prestations réalisées pour le compte de l'État par la Banque de France et la Banque Postale à destination des entreprises. Donc pour toutes ces raisons-là, je vous demanderai de le retirer ou ça sera un avis défavorable. Monsieur Mathiasin, vous le maintenez? Oui. Il est maintenu. Je vais donc le mettre aux voix avec un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Madame Engrand, vous nous proposez le 130. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, moins 60%, c'est le montant de la coupe budgétaire imposée par le gouvernement depuis 10 ans. Celle-ci ayant été nettement accélérée par la réforme portée par Monsieur Bruno Le Maire en 2018. Fidèle à ses amours libérales, Monsieur le ministre souhaitait que les chambres consulaires se privatisent en proposant moins d'aide aux entreprises et plus de services accessibles en échange de monnaie sonnante et trébuchante. Depuis, c'est l'hécatombe, particulièrement salariale au sein des chambres de commerce et d'industrie qui ont déjà supprimé plus de 11 000 postes. Les rescapés n'ont, quant à eux, pas le temps de se réjouir puisque chaque départ reporte sur eux une charge de travail supplémentaire pour un salaire de misère. Pourtant, leur travail paye, puisqu'on estime qu'en moyenne, 1 euro de taxe pour frais de chambre consulaire induit 5 euros d'investissement dans les entreprises. Avec cette nouvelle baisse de 25 millions d'euros de leurs recettes, vous entérinez donc non seulement la suppression de milliers d'emplois, mais aussi la diminution d'investissements nécessaires dans nos entreprises. Afin de juguler l'hémorragie salariale et ses conséquences sur l'entreprise, nous proposons donc que l'État compense à due concurrence la baisse de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre de commerce et d'industrie de la région. Merci beaucoup. Madame Engrand, souhaitez-vous défendre l'amendement suivant ou il a vraiment aucun rapport? Vous voulez séparer les choses? Le même, puisqu'en fait, là, je m'adresse, là, c'est plus les chambres de commerce, mais c'est en fait sur comme les vous CMA. voulez, hein. C'est sur les CMA, donc c'est la même chose. C'est la même chose question. Donc on considère que vous défendez les deux? Oui, je défends les deux sur les CCI et CMA. Très bien. Merci Madame Engrand. Monsieur le rapporteur, votre avis sur le 130 et le 131? Merci, Monsieur le Président. Oui, alors effectivement, c'est tout à fait pertinent de réunir ces deux amendements, qui un concerne les CCI, l'autre les chambres de métiers et de l'artisanat. En fait, le sujet que vous évoquez, c'est un sujet ancien, parce que ces baisses
ces baisses de recettes pour ces deux chambres consulaires sont connues depuis plusieurs années, avec quand même deux choses assez différentes que je voudrais signaler. S'agissant des CMA, on avait une trajectoire qui, je crois, de mémoire, était à moins 20, moins 20, moins 10, moins 10, moins 10, si j'ai bonne mémoire. Et que, en définitive, lors de la première année avec réduction à moins 20, l'expression de la difficulté par les chambres des métiers et de l'artisanat a fait revoir à la baisse ces 20 qui devaient être reportés sur les années suivantes. Et en définitive, ce que dénoncent aujourd'hui les CMA, c'est que ce qu'elles avaient eu en moins l'année dernière, elles ne le retrouvent pas nécessairement cette année, parce que cette année, elles n'auraient pas jamais dû avoir les 29 milliards d'euros. Donc ça fait effectivement l'objet d'amendements qui, par ailleurs, sont évoqués dans un autre cadre que le nôtre et que j'ai moi-même co-signé, à la fois sur les CCI et sur les CMA. Et donc, vu que ça sera examiné par ailleurs dans un cadre plus favorable et que moi-même, je les ai signés, et je pense que votre groupe également, je vous propose d'avoir un avis défavorable sur ceci en particulier. Donc ça, c'est sur les chambres de métiers et de l'artisanat. Et sur les CCI, là, effectivement, et je l'ai signalé dans le rapport, à un moment donné, il faut quand même se poser la question. On est là pour évaluer aussi. Il faut vraiment se poser toutes les questions. Et est-ce que, parfois, sur des ajustements budgétaires, on veut revoir des trajectoires ou effectivement faire des mesures d'économie pour les dépenses de l'État? Et là, en l'occurrence, je partage ce point de vue de dire que finalement, quand il nous manque 25 milliards d'euros pour les CCI, si c'est pour les remettre sur la BPI, on n'a pas fait d'économie, puisque ce qu'on avait mis à un, on le met à l'autre. En revanche, il y a une vraie différence entre les modalités d'action de la BPI et de la CCI. La CCI étant sur les territoires, au contact des entreprises, ne va pas produire les mêmes services que la BPI. Donc là aussi, il y a un amendement que j'ai co-signé qui va être examiné par ailleurs. Et puis dernier point, c'est toujours la même logique. C'est-à-dire que là, pour récupérer les 29 et les 25 milliards d'euros en question, on va aller taper sur les statistiques et études économiques sans préciser exactement de quoi il s'agit. Mais alors, si on fait le cumul des deux, on arrive à 34-54 milliards d'euros. Et je pense que les statistiques et études économiques, qui sont les services de l'INSEE, nous rendent de grands services lorsqu'il s'agit d'examiner l'inflation, d'examiner l'activité des entreprises. Donc il ne faut pas les raboter d'une somme telle que celle-ci. Donc pour toutes ces raisons, c'est un avis défavorable. Je vous remercie. Je vous propose donc de passer au vote successivement. D'abord sur l'amendement 130, avec un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 131, qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Nous passons à l'article 38, étagé. Madame Engrand, vous nous proposez le 155. Défendu. Monsieur le rapporteur? Oui, écoutez, de toute façon, on retrouvait derrière votre amendement, l'amendement de votre groupe, les logiques qui ont animé un certain nombre de débats précédents sur l'énergie, avec ce que vous dénoncez sur le fait que l'Europe ne serait pas favorable du point de vue du prix de l'énergie en France. Bon, alors déjà, il y a un certain nombre de travaux qui sont en cours menés par la France à l'échelle européenne, avec des avancées qui ont été obtenues hier et qui nous seront présentées dans les heures qui viennent, je n'en doute absolument pas. Et en plus, donc, ça pose un autre inconvénient, c'est que vous voudriez revoir le calcul du prix moyen et comparativement la France, comment elle se situe par rapport à ce prix moyen. Donc l'Allemagne et la Norvège font déjà partie du calcul, de la règle de calcul, mais vous diriez qu'il faudrait mettre la Chine et les États-Unis, alors que déjà on n'a pas d'interconnexion avec ces pays-là, donc en termes on n'a pas possibilité de se réajuster, ne serait-ce que par les interconnexions, ça c'est une première chose, et qu'en définitive on est sur des contextes qui sont radicalement différents en termes de ressources énergétiques, en termes de moyens de production, et voilà. Et donc pour toutes ces raisons-là, il ne faut pas les intégrer dedans, donc l'avis est défavorable sur l'amendement. Merci. Je vais donc le mettre aux voix avec un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Nous avons terminé les amendements sur la partie entreprise. Monsieur le rapporteur, je peux me permettre de vous demander votre avis donc sur ce budget? Il est favorable. L'avis est donc favorable. Comme je vous disais tout à l'heure, on va attendre la totalité des rapports pour pouvoir nous exprimer définitivement sur la mission économie. Et comme nous avons un changement de rapporteur, je vais remercier monsieur le rapporteur pour son travail et vous proposer une courte suspension histoire de faire le changement qui s'impose. Merci, chers collègues.